1, 2, 3, magnifique. Alors bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre Elisabeth Moreno, chers partenaires, chers invités, chers amis, merci à toutes et à tous d'être à nos côtés aujourd'hui pour cet événement. Alors je suis Fabien Figula-Le Thor et à mes côtés se trouve Adrien Figula-Le Thor, mon associé et mon mari, ou mon mari et mon associé selon les jours. Donc nous sommes les fondateurs de la société AFL Diversity, dont la mission depuis 3 ans est d'aider les organisations à être plus inclusives. Nous avons également créé l'année dernière, en 2022, le Grand Prix Diversité et Inclusion, dont nous aurons tout à l'heure l'immense plaisir de découvrir les lauréats lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu dans l'auditorium de TF1 juste à côté. Alors pour cette seconde édition du Grand Prix, nous avons souhaité apporter un peu de nouveauté. Donc on a d'abord créé un premier événement pour le lancement en mai dernier qui a réuni plus de 300 invités à l'UNESCO. Et nous souhaitions aussi vous réunir, vous, chers partenaires, ici chez TF1 en plus petit comité pour un moment très privilégié, un moment durant lequel vous allez pouvoir interagir avec nos invités. Vous pourrez leur poser toutes vos questions à la fin de la table ronde. Nous avons souhaité un moment inspirant et nous en avons besoin en ce moment quand on voit l'actualité. Nous remercions chaleureusement TF1 et toutes ses équipes pour son accueil et son soutien depuis la première édition du Grand Prix. Et nous remercions tous nos partenaires qui sont à nos côtés et qui nous permettent d'organiser ces événements. Et on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ému, à la fois heureux aussi d'être avec vous. Merci beaucoup sur ce nouveau format que nous n'avions pas l'année dernière. Ce sont que des têtes connues, des amis, des partenaires, des gens engagés. Et tout comme nous, c'est important d'être bien entouré. Donc, on est vraiment très touchés que vous ayez répondu favorablement à l'invitation. Cette table ronde, on l'a voulu inspirante, évidemment, mais surtout ancrée dans le réel et orientée vers des solutions concrètes que les entreprises peuvent mettre en place pour rendre leurs organisations plus inclusives. Cela fait 3 ans que nous rencontrons tous les jours des entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille qui ont sincèrement l'envie d'avancer, mais qui ne savent pas comment, qui ne savent pas par quel bout prendre la chose, qui ne savent pas comment mesurer, comment convaincre en interne au plus haut niveau. Et on sait toutes et tous dans cette salle comme c'est important et primordial que le plus haut niveau de l'entreprise s'engage sur ces sujets-là. Nous mesurons chaque jour le pouvoir du partage d'expériences et des témoignages sur la diversité, l'équité et l'inclusion. C'est pour cette raison que nous avons souhaité organiser cette table ronde avec AFL Diversity aujourd'hui. Dans quelques instants, nous accueillerons ici 4 invités exceptionnels et je les remercie d'avoir accepté cette invitation. 4 personnalités engagées qui, par leur mission au quotidien, leur conviction et leur envie de transformer positivement notre société, font réellement bouger les choses. Merci à vous d'ores et déjà d'avoir accepté. Audrey Dervelois, présidente de Sanofi France. Nicolas, on peut l'applaudir, merci. Nicolas Cellier, cofondateur de Ring Capital. Anne-Laure Thomas, coprésidente de l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD. Et enfin, Jean-Christophe Tortora, président de la Tribune. Avant cela, je vous demande d'accueillir celle qui nous a donné envie de nous engager, il faut le dire, Fabien et moi, pour la diversité et l'inclusion en entreprise lorsqu'elle était ministre. Au début des années 90, elle entame sa carrière à la tête d'une société de travaux qu'elle dirige avec son mari. Puis en 98, elle quitte l'entreprise familiale et obtient un poste de manager des ventes et administration des ventes chez France Télécom. Au début, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas. Au début des années 2000, oui, on est déjà en 2000, elle est recrutée par la société informatique Dell. Au fil des années, elle gravit les échelons, reprend ses études parallèlement avant que Dell lui confie le poste de directrice commerciale en charge des comptes stratégiques pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique en 2009. À partir de 2012, tout s'accélère. Elle travaille au sein du groupe Lenovo, où elle occupe successivement les postes de directrice régionale, puis directrice générale pour les comptes internationaux, avant d'être promue présidente directrice générale de la filiale française de Lenovo en 2016. En 2019, elle quitte la France pour s'installer au Cap, où elle occupe le poste de directrice générale de Hewlett Packard Afrique.
Le 6 juillet 2020, elle est nommée ministre déléguée auprès du Premier ministre Jean Castex, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Elle dirige aujourd'hui l'EIA Partners et assure la présidence de la Fondation Femmes at Numérique. Elle a eu l'extrême gentillesse d'accepter de coprésider le jury de la seconde édition du Grand Prix Diversité et Inclusion et d'animer cette table ronde aujourd'hui. Je vous demande de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Elisabeth Moreno. Bravo. Je suis sacrément fière d'eux. Je pense que vous pouvez les applaudir, hein, parce qu'ils viennent de loin. Bien. Mesdames et messieurs, c'est une vraie joie pour moi d'être avec vous cet après-midi. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir partager ce moment sur un sujet qui, compte tenu de l'actualité, est probablement encore plus important que d'habitude. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je pense que les périodes de chaos sont des périodes propices à la construction de choses qui n'existaient pas. Et Dieu sait qu'en ce moment, nos fondations vacillent, nos croyances sont de plus en plus percutées et ce nouveau monde qui est en train de se construire est un monde qui sera définitivement différent de celui que nous avons connu et qui, nous pouvons l'espérer, sera plus ouvert, plus inclusif et probablement aussi plus respectueux des êtres humains, qui qu'ils soient. Quand j'ai réfléchi, quand Adrien m'a demandé de faire ce mot d'introduction, je me suis dit que je pouvais évidemment vous dire des choses que vous savez déjà, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà engagé sur cette question de diversité, d'équité et d'inclusion. Si vous avez pris la peine cet après-midi de passer 1 ou 2 heures avec nous, c'est que vous ne faites pas semblant, parce que des gens qui font semblant, j'en ai rencontré, croyez-moi, surtout en politique, pas dans le monde de l'entreprise. Des gens qui font semblant de s'intéresser à ce sujet, j'en ai rencontré, mais on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée il y a maintenant 75 ans, et que cette déclaration disait que tous les êtres humains doivent être traités de la même manière, indépendamment de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur origine culturelle, de leur origine sociale. On peut se poser la question pourquoi aujourd'hui on est capable d'aller sur la Lune, on est capable d'inventer des vaccins en 1 année pour lutter contre une pandémie planétaire, et on n'est pas encore capable de traiter une personne avec la dignité qu'elle mérite, simplement parce que sa religion est différente, parce que sa couleur de peau est différente, parce que son genre est différent. Et pour moi, ça reste un mystère. Et je me suis dit que je n'allais pas vous faire de longs discours pour vous dire que c'est pas bien d'être misogyne, sexiste, raciste, antisémite, validiste, enfin, tout ce que vous connaissez. Et je ne vais pas faire ça, parce que je pense que ça, vous pouvez l'entendre partout et vous pouvez le lire partout. Je me suis posé la question de savoir comment je pouvais rendre ce message le plus impactant possible. Et j'ai décidé de vous parler de ce que c'est que d'être une femme noire, une femme porteuse de handicap, une femme qui a une histoire d'immigration, peut-être pour humaniser ce débat. Parce que tant qu'on ne l'humanisera pas, et qu'on n'en fera qu'une thématique théorique, on n'y arrivera pas. Alors évidemment, j'aime beaucoup cette expression qui dit que l'expérience des autres est un peigne pour chauve. Je sais que mon expérience, c'est la mienne. Et que ce que je vais vous raconter, c'est évidemment subjectif, puisque c'est mon histoire. Mais ce que je souhaite, sur la manière dont je vais vous le raconter, c'est vous permettre, peut-être, de vous mettre dans les chaussures d'une autre personne et de comprendre ce que peuvent faire les discriminations dans la vie d'un être humain. Et je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi cette question est importante pour vos entreprises. Et pour ça, je vais vous parler de 3 anecdotes. La semaine dernière, j'étais au Maroc, à Casablanca, et j'ai eu la chance de séjourner dans un
très bel hôtel, un hôtel international qui accueille des personnes qui viennent du monde entier. C'est un hôtel qui se trouve à 300 mètres de la mosquée Hassan II, qui est la première mosquée d'Afrique, et c'est, je crois, la 14e plus grande mosquée du monde. Et j'ai un ami qui vient me rejoindre pour une réunion de travail, et il commande un jus de fruits. C'est quelqu'un d'extrêmement bon vivant, qui ne boit pas de jus de fruits d'habitude. Et je lui dis, tiens, tu es au régime? Il me dit, non, pas du tout. C'est juste que je n'ai pas le choix. Ils ne servent pas d'alcool ici. Je dis, comment ça? Un hôtel comme celui-ci ne sert pas d'alcool? Eh bien non, parce que malgré toutes les personnes les plus brillantes, les plus intelligentes, les plus professionnelles qui ont travaillé sur ce projet, aucun n'a réalisé que nous étions à 300 mètres de la mosquée et que dans un pays musulman, on ne sert pas d'alcool dans un espace public à 300 mètres d'une mosquée. Cet hôtel a coûté des millions, des millions. Ils ont fait des pieds et des mains pendant des mois pour avoir une autorisation. Ils sont montés jusqu'au roi qui leur a dit « Mais ça ne va pas bien dans votre tête. Non, c'est non. Si vous voulez, vous le fermez, vous le louez, vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne vendrez pas d'alcool. » Je veux croire que si dans cette équipe il y avait eu un peu de diversité, quelqu'un aurait levé la main pour dire « On a un souci, les amis, ça ne va pas le faire. » Et ça n'a pas eu lieu. La deuxième anecdote dont j'aimerais vous parler, et certains d'entre vous s'en souviennent sûrement, c'est, je crois que c'est il y a 5 ou 6 ans, H&M fait une magnifique campagne de publicité avec des petits t-shirts super sympas pour les enfants. Et ces t-shirts portaient des petits messages. Vous savez, genre « Je suis la nana la plus forte du monde, la plus intelligente, la plus belle ». Ces messages qui font du bien quand vous les lisez chez les autres, ça vous fait sourire. Là. Et dans la campagne de publicité qu'ils font porter à un petit garçon un t-shirt qui disait « I am the coolest monkey in the jungle ». C'est cool comme message, non? Non, mais dans l'absolu, c'est super. Sauf qu'ils ont fait porter ce t-shirt à un petit garçon noir. Croyez bien que s'il y avait eu, dans cette équipe qui a dépensé des millions pour cette campagne de publicité, s'il y avait eu un peu de diversité, quelqu'un aurait levé le doigt et aurait dit « Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire porter un petit garçon noir un t-shirt avec « Je suis le singe le plus cool de la jungle ». Dans l'absolu, on pourrait se dire « Mais où est le problème? C'est juste un t-shirt et c'est pour faire rire ». Sauf que quand, dans toute la campagne de publicité, vous n'avez qu'un seul petit garçon noir qui porte un t-shirt « Je suis le singe le plus cool de la jungle », comment dire, c'est problématique. Manque de diversité dans l'équipe. Et puis le troisième exemple, tout aussi intéressant. Vous vous souvenez de cette période où Google était tellement fier de sortir parmi les premiers les voitures électriques. Et vous savez combien, ceux d'entre vous qui sont dans l'industrie, vous le savez combien on aime à être le premier à avoir sorti le produit qui va bien. Et donc ils vont vite. Et puis, au moment de faire les expérimentations, ils se rendent compte que quand une voiture électrique roule et qu'elle s'arrête et que sur le passage piéton, elle voit une personne d'origine caucasienne, elle s'arrête. Logique, elle a été faite pour ça. Tout a été codé pour que ça se passe comme ça. Et ils se sont rendus compte que la voiture ne s'arrêtait pas quand c'était une personne noire. Parce qu'on ne lui a pas mis dans ses algorithmes que les piétons noirs valent la même chose qu'un piéton blanc, et donc il faut s'arrêter. Ils ont été obligés d'arrêter. Imaginez
les millions qu'ils ont pu perdre. Et je ne peux pas m'empêcher de vous donner ce dernier exemple de Facebook, qui a quelques fils à retordre en ce moment, parce qu'ils sont poursuivis, parce qu'on s'est rendu compte que dans leur algorithme, quand ils avaient des annonces d'emploi pour des pilotes de ligne, pour des ingénieurs, pour j'en passe et des meilleurs, ils les dirigent automatiquement vers les hommes. Et quand ce sont des métiers de secrétaire, d'assistante, ils les envoient vers des femmes. De la même manière, mais j'en ai tellement, mais vraiment, je veux que ça ancre. De la même manière, je ne sais plus quelle compagnie a fabriqué des véhicules et puis on s'est rendu compte que les femmes et les enfants mouraient plus que les hommes dans les accidents de la route. Pourquoi ? Parce que dans la fabrication des airbags, ils ont juste oublié que nous avions déjà un équipement naturel et ils ont oublié que les enfants ne supportaient pas de la même manière le poids de... On peut se dire, mais c'est absurde, on ne peut pas imaginer que des gens aussi intelligents, aussi doués, ne prennent pas en considération toute la population. Sauf que tout à l'heure, Anne-Laure nous racontait une histoire que je trouve juste géniale et je vous la partage parce que moi j'aime bien, d'abord j'adore rire, ensuite je pense qu'avec le rire on fait passer mieux certains messages que d'autres. Vous savez qu'on est dans le mois de November, juste après Octobre Rose pour le cancer du sein, il y a le mois de novembre pour... Vous voyez, je le sais, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas en parler? Eh ben, c'est la même chose. On m'a toujours parlé de palpation des seins pour aller détecter les cancers potentiels du sein, mais je n'ai jamais parlé de palpation des testicules. D'abord parce que je ne suis pas un homme, et parce que je n'y pense même pas, alors que je sais que c'est l'une des maladies aujourd'hui qui tue le plus dans le monde. Je vous dis tout ça pourquoi? D'abord pour vous rendre compte qu'au-delà d'une question d'éthique et de morale, la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est une question de bon sens et de business et de réputation de votre entreprise. H&M a vu des centaines et des centaines de ses magasins pillés à la suite de cet événement. Ses employés ont été molestés, sans parler de la honte. Je suis sûre qu'il y a des collaborateurs qui n'osaient plus dire qu'ils travaillaient pour H&M. Google, leur réputation, elle est tellement précieuse. Facebook, c'est pareil. Donc en fait, il faut que vous vous rendiez compte qu'au-delà de la question de l'éthique et de la morale, si c'était que ça, on n'en serait pas encore là aujourd'hui, il y a un intérêt business et un intérêt de bon sens et un intérêt réputationnel à travailler aujourd'hui sur ces questions de diversité, d'équité et d'inclusion. Vos clients sont divers. Vos clients sont divers. Chacun et chacune d'entre vous qui êtes dans cette pièce, vous êtes divers. Et comme il y a 25 critères de discrimination prohibés dans la loi française, chacun et chacune d'entre vous dans cette pièce, à un moment de votre vie, c'est pas que je vous le souhaite, je sais trop ce que ça fait que d'être discriminé, mais chacun et chacune d'entre vous serez discriminé pour votre âge, pour votre genre, pour votre couleur de peau, pour votre origine sociale, pour votre accent. Souvenez-vous, Jean Castex, il était raillé du fait de son accent que moi je trouvais particulièrement mignon. Et donc, si on humanisait ce sujet, simplement se dire, mais en fait, la personne qui est à côté de moi là, elle peut avoir une apparence physique différente, elle peut être dans un fauteuil roulant, elle parle une langue étrange, mais il y a une chose qui nous rassemble finalement, c'est notre humanité. Et je crois profondément en notre capacité à changer les choses simplement en traitant l'autre comme on aimerait être traité. J'ai réalisé il y a quelque temps que en 30 ans de carrière, et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu mon parcours, je suis partie du fond de la mine, mais vous n'avez pas le début du tunnel, hein, le bout du tunnel, et j'ai eu une carrière que moi-même je n'aurais jamais imaginée. J'ai eu la chance d'avoir cette carrière parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes
exceptionnelles sur mon parcours, dont certaines ont davantage cru en moi que je ne croyais dans mes propres capacités. Et j'ai une immense gratitude pour ces personnes, souvent des hommes, parce que je n'ai évolué que dans des milieux très masculins, souvent des blancs, parce que j'ai grandi dans un pays européen caucasien. Et moi, mes parents m'ont élevée de manière à ce que je ne fasse aucune différence entre les êtres humains. Juste m'attacher à leur caractère, à leurs valeurs et à leurs principes. Mon mari est breton. Souvent, il me dit, mais toi, de toute façon, il fallait un breton, il fallait un caractère comme le mien pour te supporter. Mais un caractère n'a pas de couleur de peau. Non, je ne sais pas. Je me sens plus proche. Moi, j'ai grandi en France, donc j'ai grandi avec Brel et Dalida. Et bon, ne croyez pas que c'était l'âge de Cro-Magnon non plus. C'était pas il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai grandi avec la culture française. Donc, il y a probablement plus de points communs entre Nicolas et moi. Nicolas Sellier et Elisabeth Moreno. Je suis née au Cap-Vert, mais il y a plus de points communs entre Nicolas et moi qu'il n'y en a entre moi et un Cap-Verdien que je vois une fois de temps en temps quand je vais rendre visite à mes parents. Où est le problème? Eh bien pourtant, j'ai réalisé tout récemment que dans ce brillant parcours que j'ai eu, je n'ai été recrutée par un chasseur de tête qu'une seule fois dans ma vie. Une seule fois. Toute ma carrière, je l'ai faite en rencontrant des gens qui se sont dit, tiens, elle a l'air d'avoir du talent, elle a l'air d'avoir des compétences, elle a l'air d'avoir un savoir-faire. Mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. Qu'en est-il de toutes ces personnes comme moi qui n'ont pas la chance de croiser le chemin de personnes ouvertes? En troisième, vous savez, en troisième, à l'époque, et c'est toujours, je crois, le cas aujourd'hui, le CPE me reçoit pour expliquer ma fiche de vœux, et je mets avocate, parce que je me voyais bien sur mon cheval blanc défendant la veuve et l'orphelin. Et quand je lui dis que je veux être avocate, il me regarde surpris, parce qu'il s'attendait à ce que je lui dise autre chose, ou rien du tout, et qu'il m'aiguille. Et je lui dis, je veux être avocate. Et il me dit, non, c'est pas une bonne idée. Toi, il vaut mieux que tu fasses un CAP. J'ai rien contre les CAP, hein, entendons-nous bien. Je n'ai absolument rien contre un CAP. À tel point que je lui ai dit, mais tu es sûre qu'avec un CAP, je pourrais devenir avocate? Il me dit, tu ne pourras pas devenir avocate, mais tu as plus de chances de réussir. Je lui dis, mais comment ça, j'ai plus de chances de réussir? Il me dit, mais non, mais tu sais, les études de droit, c'est difficile, il faut aller à la fac, il faut avoir de l'argent. Et en fait, il n'osait pas me dire que parce que je venais d'un milieu défavorisé, parce que je n'avais pas de réseau, je n'avais pas les codes, je n'avais rien de tout ça, ce serait difficile pour moi d'être avocate. Mais je ne lui en veux pas de ça, parce que nous avons tous nos biais et nos préjugés. Mais je lui en veux de n'avoir même pas pensé que je pouvais essayer et réussir. Et je vous donne le dernier exemple. Quand je suis sortie du gouvernement, et pourtant, Adrien a eu la chance de le rappeler, hein, et pourtant j'ai dirigé de grands groupes, j'ai été entrepreneur, j'ai fait quand même des choses un peu sympathiques. Et je sors du gouvernement, donc je suis auréolée d'un titre de ministre, et je me dis, tiens, je voudrais bien rentrer dans quelques conseils d'administration. Et je vais donc à la rencontre des Russell and Reynolds. Je les cite parce que ça m'énerve. Non, j'ai contacté les 4 plus grands. Avec le parcours qui est le mien, je ne vole rien. Il y a quelqu'un qui me dit, vous avez un parcours brillant, mais vous n'avez jamais été administratrice. Et je dis, oui, mais j'avais jamais été PDG ni ministre avant de le faire. Il me dit, bon, bah, je ferai le mieux que je pourrai. Il ne m'a jamais rappelé. Je déteste le misérabilisme et je ne me suis jamais... Mes parents m'ont élevée pour que je ne sois pas une victime. Mais les exemples que je vous cite là, et je veux croire que les personnes qui
qui n'ont pas pensé que je pouvais réussir dans certains milieux, ne l'ont pas fait exprès, pour la plupart. Je pense qu'ils portaient ces biais et ces préjugés qui font qu'on met les gens dans des boîtes, dans des cases, et parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et au passage, aucun d'entre nous ici n'a décidé de naître homme ou femme, blanc, jaune ou vert, rose à petits points, violet. Personne d'entre nous ici ne choisit de porter un handicap, ne choisit son orientation sexuelle, personne. Et on nous fait porter le poids de quelque chose qui ne nous appartient même pas. Et parfois, ça dure toute notre vie. Et je crois profondément que les entreprises, parce qu'elles sont pragmatiques, parce qu'elles peinent à attirer les talents, parce qu'elles sont diverses et multiples et que leurs clients sont divers et multiples, ont une capacité de transformation sur ces sujets que nulle autre institution ne peut avoir. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'être avec vous ce soir. C'est pour ça que j'espère que tous ensemble, on va continuer de porter ces sujets pour qu'un jour, au-delà d'être le pays des Lumières, au-delà d'être la patrie des droits de l'homme, on soit le pays qui considère chaque être humain dans sa dignité, indépendamment de qui il ou elle est. Merci beaucoup. J'ai une chance immense. C'est celle d'animer la table ronde qui va suivre. Adrien vous a présenté les personnes que je vais appeler pour me rejoindre. Je vous le dis, ce sont des personnes que je connais, ce sont des personnes avec lesquelles j'ai travaillé de près ou de loin, et je les ai choisies. Parce qu'encore une fois, il y a une chose qui m'énerve au plus haut point en ce moment. Ce sont toutes ces personnes qui mettent la main sur le cœur et qui disent « Je vous jure que les sujets de diversité, d'équité et d'inclusion sont importants pour moi. Regardez le nombre d'hôtesses d'accueil que j'ai et qui sont issues des quartiers défavorisés. » J'en ai marre. Donc, j'ai décidé de choisir des gens qui, pour moi, sont authentiques dans leur engagement. Ils l'ont prouvé par leurs actions. Ils le font dans leur entreprise, mais ils ont aussi des valeurs personnelles qui nous donnent foi dans l'humanité par ces temps difficiles. Alors, je vais demander aux personnes suivantes de me rejoindre. Ma chère Audrey, qui est présidente France de Sanofi, c'est le plus grand groupe pharmaceutique français, et aussi de la Fédération française des industries de santé. Audrey, non? Alors, tu te mets là, je place. Nicolas, donc fondateur et CEO de Ring Capital, un acteur de référence dans le monde de l'investissement à impact. Et il a cofondé d'ailleurs France Digital et Tech for Good France. Nicolas, où es-tu? Ah, ici. Anne-Laure, qu'on ne présente plus sur ces sujets. Anne-Laure est directrice diversité, équité et inclusion du groupe L'Oréal en France, coprésidente de la FMD, l'Association française des managers de la diversité. Et tu as également fondé une association qui, je sais, te tient très à cœur, qui s'appelle Autour des Williams. Et tu es membre de l'association Bureau Tous en stage. J'allais dire bureau tous en stage. Et puis enfin, last but not least, Jean-Christophe Tortora, qui est président de La Tribune, un média économique hebdomadaire qui a été créé en 1985, exclusivement numérique sur les sujets économiques. Mais je tiens à dire, parce que ça me tient à cœur, que vous venez de lancer une édition généraliste le dimanche qui couvre les sujets politiques, économiques, culturels, environnementaux, santé. Et c'est un tel souffle le week-end. Merci beaucoup. Bien. Alors, mesdames et messieurs, j'ai quelques questions bien senties pour vous. Alors, que la salle soit attentive et tenez-vous prêts parce que nous allons avoir d'abord une discussion avec ces messieurs-dames et ensuite nous voulons avoir une discussion dynamique et animée avec la salle. OK ? Alors, je vais commencer, Audrey, avec toi. Sanofi, c'est un groupe de... Là-bas, pardon. Décidément, je me suis mal organisée. Anne-Laure qui me fait des gros yeux. Non. Audrey, Sanofi, c'est un grand groupe pharmaceutique, le premier français, on en est fiers. C'est un groupe de 20 000 collaborateurs en France. Vous êtes répartis dans 9 régions. Vous avez 16 sites industriels. Vous avez des sites de recherche et développement, des sites tertiaires.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait quand on est un si grand groupe avec autant de diversité, avec des métiers aussi variés, comment on fait pour mettre en œuvre des questions de diversité, d'équité et d'inclusion? Merci déjà de l'invitation, je suis très contente d'être là. Donc je vais faire la voix de Sanofi, j'ai rejoint le groupe il y a 1 an. Donc ce que je vais dire, c'est ce que j'observe depuis 1 an. Et c'est vrai qu'une des premières questions, si tu me permets de commencer par ça, quand on m'a dit, après quelques mois, mais qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport à ce que tu as vécu avant dans d'autres entreprises? J'ai eu une réponse qui était très naïve, qui paraît toute bête, mais j'ai dit, je trouve des collaborateurs super engagés. Alors ça fait un peu la petite réponse basique, très naïve, mais c'est tellement vrai que ça répond à ta question. Parce que ce que j'ai vu, c'est en fait du CEO jusqu'aux collaborateurs dans toutes les régions, parce que j'ai fait mon petit tour de France dans les sites, et j'ai vu une passion sur ces sujets-là, qui fait qu'en fait, à tous les niveaux de l'entreprise, ça marche. On est loin d'être parfait, hein, donc on continue. Mais ça marche parce qu'en fait, c'est vraiment incarné par notre CEO, par les managers. Donc, bien évidemment, on l'a structuré. Après, c'est pas juste une histoire de passion et de valeur. Donc, on a des formations pour les managers sur ces sujets-là. On a des collaborateurs qui sont ambassadeurs sur ces sujets-là. Sur les sites, on a des ambassadeurs qui portent ça, donc que ça soit sur les sujets d'LGBT, d'handicap, etc. Donc, c'est bien, encore une fois, hein, quand on est à cette taille-là d'entreprise, c'est structuré. Mais c'est tellement incarné du haut jusqu'en bas de l'entreprise que pour moi, c'est déjà une des clés de succès. Et puis un deuxième axe, je pense, qui est très important, c'est que quand finalement, on l'incarne en interne, c'est bien, mais tu l'as dit, il faut que ça soit partout dans la société. Donc en fait, on a aussi des programmes où on va en dehors. Donc en fait, on a appris au fil des années, et il y a un programme qui est assez important pour nous, qui s'appelle Place d'avenir, où typiquement, on fait maintenant le tour de France. On va chercher ces jeunes parce qu'on s'est rendu compte qu'une entreprise comme nous, Sanofi, bon, alors quand on est en sciences, etc., ça fait peut-être rêver, mais pour la grande majorité des gens qui ne sont pas dans le domaine, on n'y pense même pas. Et nous, on veut de cette diversité pour toutes les raisons que tu as partagées tout à l'heure. Moi, j'en suis convaincue, tous les managers en sont convaincus. Donc, il faut aussi aller les chercher, ces jeunes, ces femmes, ces hommes, qui ne pensent pas qu'une grande entreprise française est faite pour eux. Et nous, on va les voir. Et on leur dit, si, on a besoin de vous, on veut que vous nous rejoigniez. Et de toute façon, si c'est pour un stage, bah, c'est super, c'est un moment de route qu'on fait avec vous. Mais il faut aller, en fait, aussi les chercher. Donc, on a des programmes où on va comme ça vers les jeunes. Il y a un autre programme qu'on fait et qui me tient très à cœur, tu l'as dit, c'est on a tous nos biais. Moi, j'en ai aussi, on en a tous. Donc, en fait, on se dit dans la santé, on devrait tous avoir accès aux soins de la même façon. Or, quand on est finalement une femme, quand on a un handicap, quand on a un type de diversité, eh ben, toutes les enquêtes le montrent, on n'a pas accès aux mêmes soins. Et ça, c'est pas tolérable. C'est franchement pas acceptable. Donc, on va pas changer ça, on va dire, en 1 année, mais on considère qu'on doit aussi former les nouvelles générations des personnes qui travaillent dans la santé pour avoir finalement cette vision la plus diverse qu'on peut. Et donc, on a un programme qu'on a lancé là, cette année où on a 20 bourses. Alors, vous allez me dire, c'est une petite goutte dans l'océan, mais c'est un début. Chaque goutte est importante. Voilà, donc on va aider 20 jeunes à avoir finalement une carrière dans la santé, accès dans des grandes écoles d'ingénieurs ou d'autres types d'écoles dans la santé. Mais parce qu'il faut absolument que tous les dirigeants, tous les acteurs dans les industries de santé soient plus diversifiés. Donc voilà, on a un nouveau programme et celui-là, c'est mon petit coup de cœur aussi. On en est à 15, on a déjà donc 15 jeunes qui vont pouvoir accéder à ça, on en a encore 5 places. Donc voilà, c'est de ce type de programme. Donc on le fait en interne et on le fait en externe. Donc voilà, je pourrais en parler des heures, mais je suis effectivement passionnée par ces sujets. Magnifique. Merci beaucoup, Audrey. Et qu'est-ce que ça fait d'être la patronne d'un grand groupe pharmaceutique? On n'a pas beaucoup de femmes qui dirigent les grands groupes du CAC 40 en France. Je parle de ceux-là. Est-ce que tu as encore des questions du style « Comment vous faites pour gérer les enfants parce que vous devez beaucoup travailler ?» Non, je l'ai moins maintenant, je l'ai eu. La discrimination sur l'âge, en fait, c'est très frustrant. Puis alors après, on combine effectivement femmes plus jeunes. Donc voilà, c'est encore là. Non, ça fait un sens de... Pour revenir sur ce que tu disais, je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit sur des rencontres, en fait. Moi, je pense que c'est pas une chance que tu en sois là. Je pense que c'est beaucoup ce que tu représentes, ce que tu incarnes.
Mais moi aussi, ça a été une histoire de rencontre. Donc, je me dis, voilà, c'est une responsabilité de redonner. Donc, voilà, à chaque fois que quelqu'un me contacte sur les réseaux sociaux, j'essaie de prendre ces 30 secondes, d'encourager. J'ai pas un stage pour tout le monde, j'ai pas un job pour tout le monde, mais de répondre. Je réponds quasiment systématiquement à toutes les sollicitations que je reçois. Un petit mot, juste d'encouragement. Allez-y, à fond, on a besoin de vous. Je pense que c'est ça, en fait. Je me dis, j'ai la chance d'être là. J'essaie de le rendre aux autres. Un mec m'aurait répondu, non, mais c'est parce que je suis tellement bon. Anne-Laure, toi, je pense que ton engagement, tu l'as chevillé au corps. Je me suis toujours posé la question de savoir s'il fallait être confronté aux discriminations pour pouvoir s'engager à fond. Tiens, j'ai envie de te poser la question, d'où vient ton engagement ? Très honnêtement, je crois que c'est vraiment de toujours. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Je me souviens, j'ai raconté moi aussi une anecdote. J'aime bien les anecdotes, on aime bien les anecdotes aujourd'hui. Je devais avoir 18 ans à peu près et j'adore organiser des choses et surtout, et il y a une partie de mon équipe qui est là, ils doivent en souffrir, les pauvres, j'ai 10 000 idées à la minute. Et donc, j'étais dans le groupe de copains, j'organisais les week-ends. J'adore ça. Et je me suis dit, juste quelques années en arrière, je me suis dit quand même, c'est bien sympa nos petits week-ends à la campagne et tout. On commençait tous à travailler, c'était nos premiers salaires, c'était sympa. Je me suis dit, mais là, il nous arrive quoi que ce soit, il n'y en a aucun qui a son brevet de secourisme. À l'époque, on ne pouvait pas avoir ça à l'école, au lycée. Et donc, je leur avais dit, je me souviens très bien du prix, c'était 500 francs à l'époque pour passer son brevet de secourisme. C'était un week-end, 2 jours et 500 francs. Et j'avais dit à mes copains, écoutez, j'ai un petit week-end là, un truc génial. C'est 500 francs, ça va être une surprise. Qui est d'accord pour participer ? Je crois qu'ils s'en souviennent tous. Hein. Ils ont passé leur week-end à faire du bouche à bouche et du massage cardiaque sur les mannequins pour 500 francs. Mais voilà, si je leur avais dit, on va tous passer notre brevet de secourisme, c'est sûr, on ne l'aurait jamais fait. Et donc voilà, je devais avoir 18 ans. Est-ce que tu peux nous parler de l'Association française des managers de la diversité ? C'est l'une des premières associations qui s'est affichée comme traitant de ces sujets-là. C'est quoi votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites avancer ces sujets dans l'entreprise ? Alors effectivement, l'AFMD, donc l'Association française des managers des diversités, c'est une association qui a maintenant 15 ans et qui a été créée par un groupe en fait d'employeurs, hein, une quinzaine au départ. Aujourd'hui, c'est 187 entreprises, organisations, collectifs tous ensemble. Et l'idée de l'AFMD, c'est de se rassembler sur tous ces sujets, de la diversité vraiment au sens large. Il n'y a pas de concurrence. Je crois qu'on est tous d'accord, on est tous là d'entreprises différentes et ce qu'on veut, c'est avancer, faire bouger les lignes pour ce monde de demain, pour qu'il soit celui qu'on a envie d'avoir. Et on sait qu'il y a énormément de travail, donc autant unir nos forces. Et c'est l'idée de la FMD, c'est de se retrouver entre entreprises ou groupements débutants, hein, il faut bien débuter un jour, et ceux qui sont plus expérimentés, faire un système de cordées. Travailler également par le biais de la recherche et partager toutes ces pratiques. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a énormément de données, énormément de recherches, énormément d'ouvrages qui sont gratuits, qui sont disponibles en ligne sur le site internet de l'AFMD. Donc surtout n'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas ces ouvrages, lisez-les, regardez-les, inspirez-vous. Pour ceux qui font partie de l'AFMD, il y a par exemple des cafés, alors c'est une petite demi-heure tous les jeudis. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger en toute transparence ce qui marche pas, parce qu'on apprend aussi de ce qui ne marche pas, hein, et d'avancer ensemble. Magnifique, merci beaucoup. Nicolas, dans notre pays, on a un rapport un peu particulier avec l'économie. On a des présidents qui n'aiment pas les riches. Il faut réussir, mais pas trop. Et alors, les fonds d'investissement, c'est un sujet encore plus mystérieux pour beaucoup. Et quand je t'ai rencontré, tu m'as parlé des fonds d'investissement, de leur rôle dans la société d'une manière dont on ne m'avait jamais parlé, que je n'avais jamais vu dans l'utilité sociale. Et Ring Capital, aujourd'hui, s'engage sur, ou en tout cas investit dans toutes les entreprises qui ont un impact fort socialement et environnementalement. J'imagine que au début, quand vous avez commencé il y a 6 ans, on vous a un peu regardé étrangement, parce que des fonds d'investissement qui ne font que ça, il n'y en avait pas beaucoup, ou en tout cas, certains disaient qu'ils le faisaient, mais pas plus que ça. Et vous avez décidé ces dernières années de mettre toute votre énergie sur le sujet social et environnemental. La question que je me pose, c'est,
est-ce que les investisseurs, je sais la réponse, mais je veux que tu nous racontes. Un, est-ce que vous avez fini par convaincre les investisseurs qu'on peut aussi gagner de l'argent en faisant du bien à la société? Et deux, comment est-ce que les fonds d'investissement aujourd'hui qui ont la volonté de le faire, comment elles font pour rendre réel l'engagement sur l'investissement social et environnemental? Très simple comme question. Vous avez 2 minutes. Ah ouais, non, ça prendrait 3 heures. Mais bonjour à tous. Oui, non, ça me fait sourire. Mais c'est vrai, pour beaucoup, impact, ESG, ISR, tout ça, c'est un peu la même chose. Et les gens disent, ah, t'es bien, tu fais de l'ISR, ouais, t'es ESG, c'est super. Mais je dis, mais ESG, mais toi aussi, j'espère que tu es ESG, parce que comment tu peux investir ou faire du business si tu te fous de l'écologie, tu te fous du social et tu te fous de la gouvernance, quoi. Et ISR, tu es socialement responsable. Je dis, mais tout le monde est... On parle beaucoup du label ISR, qui est comme une grosse fumisterie. Tout le monde est ISR, on n'a pas le droit de jouer. Enfin, on n'imagine pas ni un investisseur qui ne soit pas socialement responsable aujourd'hui. Ça devrait être la base. Je dis, non, non, nous, on n'est pas ISR, pas ESG, enfin aussi, mais c'est la base. Nous, on investit que dans des boîtes dont le cœur d'activité a comme raison d'être, comme de résoudre un problème social ou environnemental. Et là, c'est vrai que ça me fait marrer parce qu'il y a 10 ans, les gens disent « Waouh, attends, mais les gars disent, mais c'est pas prouvé, quoi. Il ne faut pas mélanger business et philanthropie. » Ils disent « Mais vous n'avez jamais gagné de l'argent avec ça, là, c'est de la philanthropie. » J'ai essayé de monter un fonds là, j'étais dans un fonds de capital risque et j'avais, en voyant arriver ces nouveaux entrepreneurs qui étaient des start-upers comme tout le monde, mais qui adressaient un problème des microdons, des simplons, qui adressaient. Donc le but, c'était de dire, moi, je ne suis pas dans l'ESS, j'ai un business, je suis un start-upper, je suis un entrepreneur, mais j'ai un domaine, un problème qui me tient à cœur que je peux résoudre par ma boîte. Et ces gars-là, j'ai essayé de convaincre mes fondateurs d'investir, de faire un fonds dédié à ces gens-là, parce qu'on ne savait pas si on avait gagné beaucoup d'argent. Ils regardaient bizarrement. Alors, du coup, je suis allé voir des mutuelles, des gens de l'économie sociale et solidaire. J'ai dit, les gars, bon, les gens, pas mal de fonds d'investissement ne comprennent pas qu'on peut résoudre un problème et avoir un business. Ils n'y croient pas du tout. Vous qui êtes de l'ESS, vous devez y croire. Et là, on regardait aussi très bizarrement, quoi, mais vous êtes pire que tout, vous êtes des salauds. Vous allez vous faire du fric sur de l'ESS, sur la pauvreté humaine, mais vous êtes pire que les capitalistes, vous êtes cyniques et des imposteurs. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué, c'était il y a 10 ans, c'était assez compliqué de dire, mais si, c'était l'époque où les émoticônes, les gens faisaient des fortunes en vendant des épées virtuelles sur des jeux vidéo, des petites émoticônes, là, se vendaient en Corée très très cher. Je disais, mais si on peut faire des milliards en vendant des émoticônes ou des images virtuelles de joueurs de foot, il n'y a pas de raison qu'on puisse aussi créer un peu de valeur en adressant des vrais sujets qui comptent pour la société, qui soient sociaux ou environnementaux. Donc là, c'est vrai que maintenant, ça change un peu. Aujourd'hui, même tout le monde, il n'y a qu'à regarder les sites de tous les grands groupes, tout le monde est vert, tout le monde, je crois qu'il y a eu 3,5 milliards de publicité pour montrer que les annonceurs étaient green et sociaux en 2022. Bah, si ces 3,5 milliards, ils avaient été moins dans la pub et plus dans les actions, dans les vraies mesures, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant, ça devient un peu la norme. Je pense que la différence, ce qui fait l'impact, c'est que le cœur d'activité ait vocation à résoudre un problème social et environnemental. C'est apporter la mesure de la preuve. Et c'est vrai, quand votre banquier vous vend un truc ISR, finalement, au bout de 3 ans, il vous dit « Ah, tu as fait plus de 3% ou moins de %. Mais rarement, il vous dit « Des gars, tu as évité tant de tonnes de CO2 ou tu as permis à tant de personnes qui n'avaient pas d'emploi de trouver un emploi ou tu as mis tant de personnes qui n'avaient pas accès à de la formation, qui n'avaient pas accès à la santé, d'avoir accès à la santé. » On vend le produit, mais après, la mesure de la preuve, tout le monde s'en fout, on ne l'apporte pas. Je pense que c'est important d'apporter la mesure de la preuve. Après, il y a un sujet qui est un vaste sujet, mais quand on prétend faire de l'impact, on ne peut pas être rémunéré uniquement sur notre performance économique. Si on veut arriver à aligner le modèle avec l'impact, à un moment de la journée, il faut que les actionnaires, les dirigeants et que tout le monde se disent bah ouais, moi, mon bonus, il n'est pas juste sur mon profit du quarter ou mon profit de l'année, il est aussi sur les tonnes de CO2 que j'ai évité, sur le nombre de gens qui ont trouvé un emploi grâce à mon service ou un job ou un toit ou une santé. Mais si je n'ai pas les deux facteurs dans ma rémunération, la probabilité que l'un soit juste un moyen pour permettre d'avoir plus de profit, elle est quand même assez forte. Et donc je pense qu'il y a aussi ce côté d'alignement des rémunérations qui commence à entrer un peu, mais qui peut se reposer sur la mesure de la preuve qu'on apporte en premier lieu, mais qui est clé pour avoir un vrai alignement qui est virtuel, virtuel, qui est peut-être trop virtuel encore, mais qui est vertueux. On se rend compte quand on trouve cet alignement, finalement, plus on fait du business, tu vois, on a une société que tu connais bien, qui est Each One, qui va identifier des nouveaux arrivants, des réfugiés à fort potentiel.
les forment et les recrutent pour des grands groupes, pour des BNP Paribas, pour des laboratoires pharmaceutiques, tout le monde est gagnant-gagnant. Et plus ces gens arrivent à former des gens qui n'ont pas d'emploi pour leur trouver un emploi, plus ils ont d'activité, plus ils sont riches, plus ils sont en croissance, et plus ils vont bien. On a une boîte qui permet à des sourds et malentendants de suivre des conversations avec leur téléphone, dans des groupes de 20 personnes, avec leur téléphone portable, grâce à de l'intelligence artificielle. Ces gens-là, plus ils vendent, plus ils arrivent à permettre à des gens qui sont complètement exclus parce qu'ils n'entendent pas, d'être inclus dans des conversations. Et donc, on ne peut pas opposer. Il y a des modèles, il y a des gens, il faut innover pour trouver des solutions, mais souvent elles existent déjà, c'est les mettre en forme, mais innover pour que la rentabilité économique et la solution qu'on apporte et l'inclusion soient alignées et pas divergents. Et je pense que c'est la seule façon de résoudre les problèmes et d'avoir une économie qui soit quand même résiliente et des belles boîtes qui ont de la vraie valeur. Mais est-ce que c'est facile de convaincre les investisseurs qu'on peut avoir ce modèle économique vertueux? Oui, quand tu vois l'entrepreneur, c'est facile. Le problème de la finance, c'est qu'on est tous dans des cadres. Moi, le premier, on dit tiens, moi j'ai un boss, je dois faire mon métier, je dois gagner de l'argent. Ouais, le social, c'est bien, mais c'est vrai, je pense que et c'est pour ça qu'on a beaucoup. Le rôle des activistes est important, le rôle des grands groupes est important, et des financiers aussi. Dans la finance, on peut changer. Si on prend conscience qu'en tant que financier, tu le dis très souvent, c'est who controls the money controls the world. Si on prend conscience que le financier peut être le moteur de ce changement, au lieu juste de répliquer et d'en profiter, de répliquer ce qui se fait depuis toujours, et qu'en plus, c'est gagnant. Là, on voit, moi, je suis dans la tech, on voit, voilà, il y a eu des grosses croissances. Et là, vous voyez, tous les mecs qui ont relevé des centaines de millions, qui ont beaucoup recruté, ils sont tous en train de virer. Tout le monde est perdant. Et les premiers perdants, c'est leurs actionnaires, parce qu'ils se sont dit, on peut s'en mettre plein les poches en quelques mois. Ça va marcher, en oubliant qu'il n'y a pas de... rien n'est jamais gratuit, quoi. Et toute ta croissance aujourd'hui, tu vas la payer en décroissance demain. Et finalement, tout le monde est perdant. Donc oui, c'est une question de mindset. Il y a des entrepreneurs comme Each One qui le prouvent, comme Too Good To Go qui me le prouve, comme Phoenix, on investit aussi chez une société d'intelligence artificielle qui s'appelle Bodyguard, dont on a pas mal parlé sur les sujets d'harcèlement scolaire, qui était une application gratuite qui permet de lutter contre la haine et le harcèlement en ligne. Ces gens-là, hélas, quand on voit le bienfait que ça a, la croissance qu'ils ont, hélas, on peut que comprendre que l'alignement impact social et croissance économique, ils sont liés, et quand on le voit, on peut que l'accepter. Je crois. Mais plus on aura des exemples, des entrepreneurs qui montrent que cet alignement est possible, plus nous, financiers, on accourra pour la ressource du succès, et on sera en face, non seulement de le croire, mais en plus de le financer. Merci. Jean-Christophe, je me tourne vers toi. Tout le monde sait ici la puissance des médias pour donner une représentation du monde. Et le sentiment que j'ai et que je partage avec beaucoup, c'est que ce que nous voyons dans les médias aujourd'hui du monde, c'est monochrome, alors que le monde n'est pas monochrome. À la tribune, je vous ai vu mener, notamment avec Sophie Iborra, beaucoup d'actions de diversité et d'inclusion. Et vous n'avez pas parlé, vous avez agi. Et quand on voit la manière dont les informations sont traitées aujourd'hui, on voit bien le biais et cette manière vraiment, j'insiste sur le mot monochrome, de traiter l'information. Comment tu vois la responsabilité des médias dans la représentation du monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit? Merci Elisabeth pour cette très bonne question. Je voudrais simplement remercier Adrien et Fabien d'avoir initié cette opération et de nous réunir aujourd'hui. Notre responsabilité, elle est très importante. Je crois que tu le sais, Elisabeth, mais aujourd'hui, quand on interroge les Français, on leur dit « mais auprès de qui vous avez confiance ?» Et je le sais bien, mais aujourd'hui, la classe politique et les médias sont les deux catégories pour lesquelles les Français ont le moins de confiance. Je pense que c'est important parce que même si ici, on est dans la première chaîne de télévision la plus puissante en Europe, et je suis ravi qu'une chaîne de télévision française soit aussi puissante, mais voilà, ça nous donne une responsabilité. Et en même temps, il faut être extrêmement humble aujourd'hui sur la défiance qui existe entre les médias et les citoyens.
Cette défiance, elle est certainement de plusieurs natures, mais je pense que ça souligne ce point que tu viens de dire, qui est peut-être que la société française ne se sent pas représentée. Et quelquefois, il ne faut pas aller chercher très loin, parce qu'on pourrait dire, en effet, ça manque de diversité, ça manque justement on voit pas finalement, les Français ne se retrouvent pas dans les médias. Nous-mêmes, on a ces débats au sein de la tribune presque tous les jours, et j'expliquerai aussi pourquoi on a créé une direction de l'engagement, parce que finalement, des fois aussi, les médias, nous, on peut paraître un peu arrogants. Les gens ont le sentiment que quelquefois, les journalistes que vous voyez à la télévision ou dans les médias ont le monopole du savoir. Et moi, vous savez, quand je vais voir mes parents à Toulouse, ce qui était le cas il y a 2 jours, je peux vous dire que pendant 48 heures, ils me remettent à ma place. Mais tout ça pour dire que finalement, et me ramène aussi à dire qu'aujourd'hui, le fossé, mais qui n'est pas uniquement une question par exemple, de couleur ou d'âge, mais vous savez, le fossé même en termes de fracture territoriale. Je vais vous raconter une petite anecdote, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Jean Castex, pour dire aussi la question de l'inclusion, aussi elle passe quelquefois par l'accent. Et moi, personnellement, je pense que ça a été ma première discrimination que j'ai subie. Il y a 11 ans, je suis entrepreneur dans les médias, j'ai 35 ans, et je fais le tour des fonds d'investissement à Paris pour constituer un tour de table pour me porter candidat à la reprise de la Tribune, qui était un journal en difficulté. Et je me rappellerai toujours, un fonds d'investissement me dit, écoutez, monsieur, votre projet, il est super, mais il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un il faudrait que vous trouviez quelqu'un dans votre environnement trouver quelqu'un d'autre pour le porter, parce que si vous le portez avec votre accent, finalement, ça ne va pas faire crédible. Et j'imagine que c'est peut-être ce qu'a souffert Jean Castex, parce que vous vous rappelez quand même que nous, la presse même, on n'était pas les derniers à ricaner, etc. Et moi, je me rappelle, je suis rentré à Toulouse, et dans la discussion, je dis, écoutez, monsieur, donc oui, en effet, je suis toulousain, c'est difficile pour moi de cacher mon accent. Et je dis, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui m'éliminent de la compétition, quoi? Parce que je dis, écoutez, en plus, il faut savoir quand même que je suis homosexuel. Et il m'a dit, écoutez, alors, homosexuel, ça ne posera aucun problème. Dans un dîner à Paris, c'est toujours chic qu'il y ait un homosexuel ou une lesbienne. Alors, je suis rentré à Toulouse, j'ai dit à mes parents, écoutez, franchement, voilà, je suis homosexuel, mais alors ce qui passe pas à Paris, c'est que j'ai un accent. Voilà. Alors, non mais tout ça pour dire que franchement, enfin, moi je trouve que la discrimination, il y en a finalement de beaucoup, et quelquefois sur des sujets dont on s'y attend pas. Et la discrimination entre des gens qui habitent la province, qui habitent la ruralité, qui habitent la périphérie, qui habitent le cœur de Paris. Donc la société française, et Elisabeth, elle est très fragmentée. Et donc nous, la responsabilité d'un média, c'est d'essayer de rassembler. Dans un moment où, si vous regardez, aujourd'hui, moi j'ai eu beaucoup de discussions, par exemple, avec des grands patrons de médias. Quelquefois, je leur ai dit, mais quand même, les programmes que vous faites sont plutôt là pour cliver que pour rassembler. Mais ils m'ont dit de manière, on va dire, décomplexée, en disant, non, mais nous, on n'est pas là pour générer de la bonne cause, quoi. Nous, on est là pour faire du business. Donc nous, si notre chaîne, elle clive et qu'elle rend plus excités les gens le soir à vouloir se battre face à son voisin, ben, on aura gagné. C'est-à-dire créer, cliver. Donc, d'abord, il y a des médias, voilà, qui ont cette volonté de cliver, parce que plus ils clivent, plus ils font de l'audience et plus ils font un bon business. Et comme m'a dit un grand industriel, il m'a dit, moi, je suis là pour faire du business. Bon. Vous avez une catégorie aujourd'hui de gens de la société française. Alors on est tous là aussi pour faire du business. Moi je suis là pour faire du business, mais en tout cas je ne me sentirais pas à l'aise ou je ne me regarderais pas le matin en me rasant si je me disais que finalement mon business comme journal, ça serait de cliver au sein des Français pour réussir mon pari économique. Donc tout ça pour dire, en tout cas pour répondre à une partie de votre question, c'est que heureusement quand même il y a des gens, parce qu'on peut regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, il y a heureusement beaucoup de gens qui dirigent des médias qui ont envie plutôt de fédérer, de rassembler. Et moi, je dis rassembler, fédérer, c'est à la fois, bien sûr, de le faire à la fois dans une logique territoriale, parce que peut-être que quand on parle de diversité d'inclusion, l'enjeu territorial
le mouvement des Gilets jaunes, il est encore très récent. Et vous avez beaucoup de gens en France qui ne se sentent pas du tout intégrés dans la société. Déjà, dans la manière, nous, de parler des territoires, de la France, trop parisien, etc. Et puis, bien sûr, cette représentation que vous appelez, où en effet, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et donc, nous, ce qu'on a fait à la tribune, ce n'est pas de très original, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup des médias à l'avoir fait, c'est qu'on a installé, je le dis avec beaucoup d'humour, mais à la fois beaucoup de sincérité, parce que ça marche. À un moment donné, il faut mettre une personne en responsabilité, et je dis comme un gendarme, mais voyez-le, parce qu'il y a vous êtes des gendarmes, hein, voilà. Donc moi, voilà. Donc moi, j'ai une gendarme, mais vous voyez, elle n'est pas en tenue, mais au sens où, à un moment donné, dans une entreprise, tout le monde peut dire, oui, dans une réunion, oui, on est tous pour l'inclusion, tous pour la diversité, il n'y a pas de problème, et puis tout le monde repart à ses activités, etc. Mais la réalité, c'est que dans un journal, si vous n'avez pas une femme engagée, et je remercie Sophie Ibora qui est au premier rang, qui est notre gendarme, qui nous siffle matin, midi et soir, en disant, non mais attendez, là, dans la dernière édition de dimanche, en gros, il n'y a que des mecs. Ou non, mais là, hier, là, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Les jeunes, vous voulez conquérir des jeunes, mais à aucun moment on voit des jeunes. Donc cet enjeu d'équilibre, et ce que vous dites, Elisabeth, c'est que c'est un exercice et un combat du quotidien. Et même quand vous êtes comme moi, quelqu'un qui foncièrement, par mon parcours, venant de parents d'immigrés, je dirais pas là, il faut sans cesse que dans l'entreprise, vous exercez une pression positive, bien sûr, une pression positive de personnes qui sont là. Et donc la direction d'engagement, en tout cas, je pourrais vous dire d'autres choses qu'on fait à la tribune, mais ça passe, c'est un bon début en tout cas, et de donner vraiment un peu carte blanche, c'est-à-dire que donner la libre parole, ce qui n'est jamais facile, hein, mais en tout cas, voilà, nous les médias, en tout cas, tout ça pour dire, on n'a pas le monopole du savoir, on n'a pas le monopole de l'intelligence, et ça commence justement à ce que nous-mêmes, on soit en capacité à être humbles sur nos défaillances, nos difficultés, et de nous organiser en tous les cas pour remettre en tous les cas de l'intelligence, de la diversité, de la différence au sein même de nos journaux et de notre rédaction. Le temps file et on veut vraiment garder du temps pour l'échange avec la salle. Quand même, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question, Jean-Christophe. Comment ça se fait qu'il a fallu attendre 2023 pour avoir une émission comme Engage-moi, où on voit des gens différents, qui ne sont pas dans l'entre-soi? Je sais que vous l'avez créé avec Mosaïque et avec la Fondation Mosaïque et avec Diversity Days notamment. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage d'émissions qui parlent de la France telle qu'elle existe aujourd'hui? Pourquoi? C'est quoi le problème? Alors je vais répondre par deux choses. C'est un bon exemple, Elisabeth. C'est vrai que ça fait partie aussi de notre engagement de pouvoir bien sûr produire des contenus qui portent et qui incarnent des enjeux pour montrer que la France, c'est une diversité de femmes et d'hommes issus et que tout le monde a accès, tout le monde doit pouvoir avoir la chance de réussir en tous les cas et montrer des visages différents. Moi je me rappelle il y a 10 ans quand j'ai repris la tribune, on m'a dit mais enfin, mes amis autour de moi me disaient en gros tu reprends un journal qui est lu que par des vieux monsieur qui fument le cigare et qui sont blancs. En gros, mais moi je me rappelle, on me faisait ce reproche-là, etc. Alors moi j'ai rien contre les hommes qui ont les cheveux gris et qui fument les cigares, mais en tout cas j'espère qu'on a apporté une autre coloration, une autre diversité. D'abord, deux choses pour répondre à ta question. Un, moi je me suis rendu compte quand je suis arrivé à la tribune, et c'est ce qu'on a fait notamment avec mes équipes, c'est que par exemple, nous on produit 80-90 événements économiques. Et je voyais bien qu'on ne donnait pas accès à des plus jeunes, issus d'horizons différents, des jeunes entrepreneurs, des jeunes des quartiers, avec le sentiment comme si les gens voulaient rester contre eux, le CAC 40 qu'avec le CAC 40, ou c'est ce que tu disais tout à l'heure, Elisabeth. Donc nous, ce qu'on a essayé de dire en disant, mais attendez, aujourd'hui, il faut un peu hybrider tout ça. C'est-à-dire que... et puis en général, en vérité, c'est que, je le dis... souvent, dans l'environnement des grands patrons, on veut toujours protéger le grand patron. C'est-à-dire, oulala, attention, qu'il ne parle pas trop,
aux jeunes, aux moins jeunes, aux consultants, etc. Et je peux vous assurer que de cette expérience, aujourd'hui, nous, on essaye vraiment de faire ce travail, vraiment que tous nos événements sectoriels, on invite les jeunes de Diversidays, les jeunes des déterminés, les jeunes des associations, en leur donnant non seulement accès à nos événements pour qu'ils se mélangent avec les dirigeants, les grands dirigeants de notre pays, et ensuite, en général, on essaie même de leur donner une tribune, un tremplin, parce que moi, je sais ô combien c'est très important à un moment donné de leur donner confiance, de leur donner la capacité. Donc déjà, ça, nous les médias, il faut vraiment qu'on ouvre les portes, les fenêtres. Nous, modestement, c'est ce qu'on fait. Et je peux vous assurer que les témoignages sont extrêmement forts de tous ces jeunes qui nous disent « Ah, mais moi, ça m'a permis de pouvoir faire telle rencontre, telle rencontre. » La société française, elle est tellement cloisonnée, il faut vraiment ouvrir les portes, les fenêtres, voilà, la cave, le grenier, il faut tout ouvrir dans notre pays. Et le deuxième sujet, sur les programmes, là, c'est dommage parce qu'on aurait pu demander à Rodolphe Belmer, qui est le président de cette maison de TF1. Nous, moi j'ai eu une discussion tout à l'heure, j'ai dit engage-moi, moi j'espère que demain on va pouvoir encore, puisque aujourd'hui engage-moi, donc c'est un programme qui met en avant justement des parcours de femmes et d'hommes d'entrepreneurs issus des quartiers pour montrer de la diversité, parce que objectivement, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés dans les quartiers, mais enfin, si vous regardez aujourd'hui ce qu'il y a dans les médias, en gros, dans les quartiers, il y a zéro réussite, alors qu'il y a beaucoup de réussite, beaucoup de femmes et d'hommes qui se donnent beaucoup de mal dans des projets qui partent pourtant, qui ont encore plus de mérite, qui partent avec peut-être au départ un handicap, au départ justement avec un environnement qui n'est pas toujours facile. Bon, et c'est vrai là-dessus, Elisabeth, ces femmes et ces hommes, on ne les voit pas dans les médias, on les voit très peu. Donc nous, on a fait le choix avec Sophie d'avoir ce programme qui est là pour montrer justement nos réussites, parce que l'économie, ce n'est pas que le CAC 40. L'économie, c'est le CAC 40 et on en est très fiers, mais c'est aussi des ETI, c'est des PME qui sont dans les départements ruraux que l'on ne connaît pas, en Lozère, à Arras et ailleurs. Hein, mais je dirais par là, on parle aussi des réussites dans les quartiers, mais vous ne verrez pas beaucoup non plus des réussites montrées qui sont dans les territoires ruraux, qui souffrent aussi d'une certaine différence dans le traitement des médias. Et en tous les cas, engage-moi, oui, enfin, je vous invite à regarder ce programme et j'espère qu'on arrivera même à trouver d'autres canaux de distribution et j'espère, pourquoi pas, même avec des grandes chaînes de télévision. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au bon endroit, là. Non seulement vous avez plein d'entreprises devant, mais on est au bon endroit. C'est très important. En tout cas, bravo et j'espère que Engage-moi ira loin. On parlait des entreprises du CAC 40. Sophie, j'ai envie de te demander, parce que souvent on oppose, et Nicolas le disait bien tout à l'heure, enfin, il ne faut pas tout mélanger. Nous, on est des gens sérieux, on est là pour faire du business et de l'argent. On parlera des questions de diversité, d'équité et d'inclusion quand on aura le temps. Mais justement, parler des questions D&I, c'est aussi parler de performance économique. Surtout à un moment où il n'y a pas une entreprise que je rencontre aujourd'hui qui me parle de la pénurie de talent. Ce à quoi je réponds en général, il n'y a pas de pénurie de talent, il y a une pénurie de bons recruteurs. Ça, c'était pour... Est-ce que tu peux nous dire, Audrey, si, parce que de manière très pragmatique, la diversité, l'équité et l'inclusion favorisent aussi la performance dans l'entreprise? Oui, enfin clairement, je pense que toutes les enquêtes le montrent. Donc là, il n'y a même plus de questions. Enfin, je pense que s'il y en a je pense que les gens qui sont ici sont convaincus. Maintenant, c'est plutôt de convaincre ceux qui ne sont pas dans cette salle. Je pense qu'il faut vraiment revenir sur la data. Parce qu'en fait, et notamment, je pense toutes les entreprises qui sont là, on a pas mal d'actions, de programmes et qui montrent, enfin, si je regarde nous chez Sanofi, on voit, par exemple, si on prend nos stages de 3e, on a évolué, maintenant on a plus de 50% des jeunes qui viennent des quartiers défavorisés pour, encore une fois, activer finalement cette ouverture de portes, de fenêtres, de greniers, tout ce qu'on veut. On est au-delà des 6% des personnes en situation de handicap dans nos équipes. Si on regarde la diversité hommes-femmes, nous en France, on est au-delà des KPI qu'on s'est mis au niveau du groupe. Donc bon, on peut se dire, bon, bah, c'est bien, on n'est pas si mal, et puis on continue comme ça. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas possible, il faut aller plus loin, parce qu'encore une fois, on est convaincu qu'on va augmenter notre performance. Et moi, je le dis de façon, en tout cas, très à l'aise.
J'ai aucun problème à dire que la diversité va nous amener de la performance. Et un groupe comme nous dans la santé, plus on a de la performance, plus on investit en recherche et développement, plus ça fait de l'innovation. Et bien évidemment, ça crée de l'emploi en France, dans le monde, mais ça soigne aussi beaucoup mieux les patients. Donc moi, je suis complètement à l'aise avec ça. Alors, je suis médecin de formation, mais j'ai aussi ces enjeux business. Comme tout le monde, on a tous un boss, on a tous des résultats à amener. Donc, je pense qu'il faut être très, très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de tabou. Mais maintenant qu'on dit il n'y a pas de tabou, il y en a quand même. Et je prends juste un exemple. Nous, on lance dans l'entreprise un baromètre sur justement ces sujets de diversité, d'inclusion et d'équité. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ne serait-ce que d'avoir présenté, et là je parle de l'équipe France et je regarde l'équipe qui est là, le fait de dire on va lancer ce baromètre, on va le faire, on va poser des questions peut-être qui dérangent sur les orientations sexuelles, sur vos habitudes, sur ce que vous faites. Alors les discussions qu'on a eues nous déjà au niveau de mon comité de direction, des managers, de dire oh là là, comment on va l'expliquer, comment ça va être vécu, mais pourquoi on fait ça en France, il n'y a pas de problème, nous on est bien, on est déjà au-dessus de tous les KPI. Vous ne croyez pas qu'avec nos enjeux de transformation, on a déjà d'autres sujets à porter en tant que manager, ils ont assez à faire nos managers, il faut vraiment faire ça. Oui, il faut le faire. Et ne serait-ce que justement de lancer ce baromètre, non seulement ça va nous donner de la data, donc d'être encore une fois plus structuré pour voir où est-ce qu'on peut encore plus affiner. Mais cette discussion, en fait, c'est beaucoup créer ce dialogue qui va permettre de dire on va lancer ce baromètre sur nos 9 régions. Donc en termes de territoire, peut-être qu'à Paris, on est très bien sur certaines thématiques, mais peut-être qu'on va se rendre compte, moi je ne sais pas, qu'à Bordeaux ou en Normandie, on va avoir d'autres thématiques. Et on va pouvoir affiner, de se dire bah, finalement nos plans, on va les personnaliser et de se dire bah, sur un site industriel, c'est peut-être plus sur cette thématique-là de diversité qu'il va falloir aller. Sur un site qui est plus de recherche et développement, on va travailler autrement. Et donc, en fait, la data elle nous aide aussi à aller finalement à une création d'impact plus fine. Et après, quand on poule au niveau d'un pays, nous, typiquement, c'est là où on va gagner. Donc oui, il faut continuer. Et la data, elle aide pour bien évidemment voir la performance, mais elle aide aussi pour aller plus loin, je trouve, en termes de précision sur ces sujets-là. On sait bien qu'on ne progresse que quand on mesure. Si on ne mesure pas, on ne peut pas progresser. Donc la donnée est essentielle et ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Dominique Crochu de Mixity il y a quelques années. Tu parlais justement de baromètres. Mixity a créé des baromètres justement pour mesurer le progrès des entreprises sur les questions de D&I. Et je me souviens de cette conversation où on se disait, mais en fait, ça fait 15 ans qu'on parle de D&I, ça fait 15 ans que les Big Four, les plus sérieux, font des études pour prouver que les entreprises qui sont les plus diverses, qui sont les plus mixtes, sont les plus compétitives, les plus performantes. Et pour autant, on n'y est pas encore. Alors, j'ai envie de te demander, alors, qu'est-ce qui fait que, alors que intellectuellement, tout le monde a bien compris que ces sujets sont importants, qu'on n'a plus trop le choix, qu'il faut y aller, que c'est bon pour l'entreprise, que c'est bon pour les salariés, que c'est bon pour la société. Qu'est-ce qui fait, bon sang, bonsoir, que ça ne progresse pas? Vaste sujet. Je pense que ce qui est essentiel, et on l'a rappelé, et c'est toujours aussi important de rappeler des chiffres, parce que des fois, la diversité, on a l'impression que c'est très loin de nous. Ouh là là, c'est très très loin. Et en fait, il y a quand même, juste, je vais en citer 2-3, je vais pas vous... mais je trouve que quand on se dit qu'il y a 12 millions de Français qui sont en situation de handicap, quand on se dit qu'une personne sur 3 seniors se sent discriminée en entreprise, on se rappelle tous, senior, c'est 45 ans. Pour les femmes. Pour les hommes, c'est 50. Alors, normalement, pour tout le monde. Mais effectivement, il y a encore un petit décalage. Quand on voit qu'il y a énormément de sujets qui sont tellement tabous, quand on parle par exemple de ménopause, alors là, on commence à en parler un petit peu, mais le sujet de la ménopause, au début, quand on commence à en parler, notamment sur l'impact de la carrière et sur la perte de confiance des femmes en elles, au début, tout le monde riait en réunion. Enfin, c'est juste insupportable. Et juste 2-3 chiffres, parce que vraiment, ça m'est insupportable, donc je ne peux pas m'empêcher de les donner. Janvier 2023, les données que je vous donne. Donc on ne peut pas me dire que ça date d'il y a 10 ans. Janvier 2023, presque 100 000 répondants, d'accord. 80% des femmes se disent victimes de sexisme ordinaire en entreprise. Et pour 93% d'entre elles, ça a un impact sur leur carrière. Donc, je trouve que c'est toujours important de les rappeler, Elisabeth, tout simplement parce qu'effectivement, il faut montrer que ça avance. Et la data est essentielle. Donc,
ça progresse quand même un peu. Ça progresse très, très, très lentement, trop lentement, et là-dessus on est tous d'accord, mais il y a quand même un progrès. Si je reprends cette étude de Stop au sexisme qu'on a fait donc en janvier 2023, on a pu mesurer les entreprises engagées. Donc il y avait 3 données. Il y avait l'entreprise qui finançait le baromètre, il y avait les entreprises engagées dans un collectif qui s'appelle Stop, et d'ailleurs je vous invite tous, ceux qui n'en font pas partie, à venir nous retrouver. C'est totalement gratuit, c'est juste du partage de bonnes pratiques. Et les entreprises, un échantillon national. Il y avait quand même sur chaque item à peu près 15 points d'écart entre les entreprises engagées et celles qui ne le sont pas. Donc oui, ça avance doucement, mais ça avance. D'où l'importance de travailler, de s'engager, de partager les pratiques. Et c'est ce que fait la FND. Elle le fait notamment avec le mouvement des entreprises de France au sein d'une semaine qui s'appelle la série. Pour donc la semaine des entreprises responsables et inclusives, pour partager les pratiques en tout point du territoire, parce que ça aussi c'est essentiel. C'est vrai que des fois il y a des vitesses un peu différentes, donc ça avance doucement, trop doucement, mais je suis convaincue qu'il y a une vraie prise de conscience, en tous les cas je veux y croire, et qu'on va avancer beaucoup plus rapidement. Merci, merci beaucoup. Alors Nicolas, avant de passer la parole à la salle, j'ai une question pour toi. Moi je crois beaucoup à la transmission, je crois beaucoup au partage, je crois beaucoup à la capacité que nous avons à grandir ensemble. Toi, tu fréquentes aujourd'hui beaucoup de start-up. Ces start-up en général, ce sont des jeunes. Pour les seniors que nous sommes autour de cette table, il y a cette responsabilité de faire en sorte que les choses demain se passent mieux, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces start-up ont aussi tendance à répéter ce qu'on voit dans les grands groupes. Donc, de ton point de vue, comment on peut faire pour que les startups ne répètent pas les erreurs du passé et qu'on avance plutôt que de reculer? Alors bizarrement, elle faisait moins d'erreurs dans le passé, parce qu'il y a 20 ans, le gars qui entreprenait, c'est le mec qui n'a pas fait l'ENA, qui n'a pas fait HEC, qui n'avait pas de choix. S'il voulait vivre et trouver un job, il fallait qu'il le crée. Donc le profil d'entrepreneur, il a quand même radicalement changé entre il y a pré-année 2000, où dans les écoles de commerce, il y avait un entrepreneur, alors qu'il formait aux écoles il formait à l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas d'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de lire la tribune pour voir que la diversité dans la tech, elle est quand même assez inexistante. Cela dit, quand je regarde les photos, tu sais, de ces mecs qui racontent leur histoire, la première, deuxième, troisième licorne, en général, il n'y a que des hommes sur la photo. C'est ça, ouais. Et quand tu regardes le panel de start-upers aujourd'hui, pardon, mais tu as 2 femmes qui se battent en duel, et souvent je me pose la question si on ne les a pas louées pour venir faire la photo. Non, mais c'est vrai. Et jeunes, parisiens, tous des mêmes écoles. HEC, SEC un peu aussi, et Polytechnique de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est... D'ailleurs, les fonds... EDEC. Non, mais c'est vrai, alors qu'il y a un gros problème de recrutement dans la tech, et que des gens... Nous, on a financé Simplon, qui est une école, un gars qui dit c'est con, il y a 50% des jeunes des quartiers derrière moi à Montreuil sont au chômage, et mes développements informatiques, je suis obligé de les faire en Inde ou à Madagascar. Il y a un truc qui ne va pas. Il a loué une baraque à Montreuil, il a fait des cours, pris 20 gars avec la mairie de Montreuil pour former des gars, et dit on va essayer de les former en 6 mois au code. Bon, il y en a, ça ne l'a pas fait, mais depuis, il y a plus de 120 écoles Simplon, et c'est... L'appétence, le code, le numérique, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, Sciences Po ou d'être petit-fils de polytechnicien pour avoir sa place là-dedans en plus. Donc ça, l'aberration du truc, c'est que les gens n'arrivent pas à recruter, et il y a des gars qui n'osent pas sonner à la porte. Quand on parle à Mosaïque RH, les gens disent dans les quartiers, non, les tarpes, je vois ça à la journaux, les licornes, c'est pas pour moi. Et des gars qui disent merde, j'arrive pas à recruter. Donc il y a juste besoin de pas grand-chose, de dire si c'est possible des 2 côtés, pas juste, et d'avoir des maillons comme article 1, et puis de se dire oui, on peut le faire, on va le faire, et c'est possible. Nous, on a vu, je me rappelle, ça m'amuse qu'il y ait Anthony Babkin qui a monté Diversité, s'est dit la même chose. La diversité, comment on peut faire en sorte que les gens des quartiers ou des gens plus vieux ou des gens qui viennent bosser dans la tech alors qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leur place. Et je l'ai vu aller toquer à la place de toutes les startups. Moi, j'avais le même problème chez France Digital pour passer mes messages. J'ai dit, écoute Anthony, on va faire un truc. Nous, on est investisseurs. Donc avant d'investir, c'est simple. Au moment où on donne l'argent, on peut dire à la startup, tiens, ok, on investit chez toi, il faut juste... Si tu peux juste t'engager dans la PACT à avoir un référent diversité, à évaluer, reporter, après les outils comme Mixity et autres, reporter sur la diversité, à t'engager quand tu recrutes, que ce ne soit pas le mec qui a fait l'X qui fasse la job description et qui la publie sur LinkedIn, sinon le gars à Bobigny, il ne va pas forcément se reconnaître, la probabilité qu'il se reconnaisse, elle est très très faible. Alors, avoir un processus de recrutement un peu plus élargi, un référent, former tes équipes. Si tu ne t'engages pas à ça, désolé,
on ne va pas pouvoir investir. Et j'ai dit, Anthony, écoute, on fait un petit déjeuner, on prend 50 fonds d'investissement, on leur dit, voilà, ensemble, créons des normes dans les packs d'actionnaires, mettons-nous d'accord sur ce qu'on demande. Les 50 fonds étaient tous très, très contents. Bon, il y en a la moitié qui dit, attends, il ne faut pas mélanger business, quand même, c'est politique, c'est pas, nous on est là pour faire du business, pas pour s'immiscer dans la politique diversité des boîtes. Fine. Bon, on est une vingtaine à avoir fait ça. Je ne sais pas si ça va marcher, après il faut le suivi, il faut rappeler, mais là aussi il y a beaucoup de choses à faire. Et là aussi, donc, il faut voir... Pardon Nicolas, parce que c'est très important, tu me disais tout à l'heure, il faut aussi de l'authenticité et de la sincérité dans l'engagement. Et la manière dont l'entreprise va s'engager, elle est importante. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est pas nécessaire. Qu'il faille être authentique. Je pense que c'est l'étincelle. Mais après, c'est tellement évident que quand on voit qu'on a plus de résultats... Non, parce quand on avait répété, on n'avait pas dit ça. Oui, mais tu n'avais pas posé les mêmes questions non plus. Non, mais tant mieux s'il y a de l'engagement et de la sincérité, mais ça ne suffit pas parce qu'il y en aura passé, les gens sont cyniques. Il faut que ça marche. Et deux, et c'est là où c'est con que ça marche bien, donc autant le faire. Et deux, c'est vrai qu'on rigole plus quand on vient d'horizons différents que quand on est tous. Moi, je vois, on était à l'IPEM, au truc des fonds de private equity à Cannes. Il y a 50 bars et que des mecs en costard, tous leurs bars, tous leurs péniches, tous leurs stands. Ben, c'est glauque, c'est triste, et on revient mais chargé. Et c'est vrai que quand on est avec des petits, des jeunes, des grands, on rigole plus quand on est quand même avec des gens. Donc en plus, on se marre plus, et deux, pour le business, c'est bon. Donc oui, l'étincelle qu'il faut de la bonne volonté, machin, mais je pense que c'est peut-être le début, mais c'est même pas nécessaire. Je vais reformuler ma question. Je te dis une connerie là, je sais pas. Mais... Je vais reformuler ma question. On voit des entreprises qui s'engagent, mais qui ne s'engagent pas toujours de manière connectée avec leur business et qui vont prendre des engagements qu'ils ont peu de chances de réaliser parce que ça n'est pas connecté avec la réalité de leur business. Et on connaît suffisamment la difficulté du business, surtout quand on lance une entreprise, pour savoir qu'il faut être au plus proche de la réalité. Je te prends un exemple. Je connais une entreprise, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer ou pas, donc je ne vais pas la citer, mais ils sont sincères dans leur engagement. Ils disent, moi je sais que je ne peux pas tout faire, mais ce que je vais faire, c'est qu'une fois par an, je vais donner tout mon chiffre d'affaires à des associations qui sont engagées sur les violences faites aux femmes, sur la cause animale, sur l'environnement. Et comme je ne peux pas faire plus que ça, ce que je m'engage à faire, c'est donner une journée de mon chiffre d'affaires. Est-ce qu'on ne peut pas mettre les entreprises plus à l'aise en leur disant ne vous engagez que sur ce que vous êtes capable de faire du moment que vous faites quelque chose? Oui, non, tout à fait, d'accord. Oui, mais c'est toujours bien de faire une journée. Non, mais ok. En revanche, mais là, c'est pas de la bonne volonté, c'est aussi de la cohérence. Ouais. C'est vrai, on a une start-up, nous, on croit beaucoup à l'hybridation des modèles. Quand on soutient la finance des associations, on dit, attends, il pourrait y avoir un petit parti de business dans vos assos pour lever moins ou faire plus à ce que vous avez. Et de la même façon, sur la philanthropie, on bouge beaucoup les boîtes du portefeuille à être responsable, à avoir une action philanthropique. Et donc on a un gars qui dit moi, on propose à nos salariés d'aller faire la quête de l'armée du salut une fois par semaine. Oh, ils s'en foutent, ça leur plaît pas. Et je dis ouais, mais ils n'ont pas besoin de toi pour ça. Limite, c'est leur temps libre. En revanche, ce qu'on dit, mais on a quelques exemples, on dit à toi de trouver une cohérence entre ton business, ta philanthropique, pas de divergence, pour que les gens viennent au boulot, mettre leur expertise, leur savoir-faire au service d'une philanthropie, et du coup, ils peuvent le faire que dans le cadre du boulot, et c'est un effet de levier qui est bien supérieur. C'est cohérent, comme impact et business ne peuvent pas diverger, sinon c'est pas pérenne. Philanthropie et business, sur le long terme, ils ne peuvent pas diverger, je pense, sinon c'est pas pérenne. Un exemple, il y a pas mal quelques startups qui se sont dit le permis de conduire à 2000 €, il y a plein de jeunes qui ne peuvent pas le faire. Avec le digital, en innovant, on peut, des Ornicar, des Stitch chez qui on est, on peut baisser le pack de base de permis de conduire de 2000 à 800 €. On investit dans une Stitch qui fait ça. Un jour, on lui dit, les gars, c'est bien ce que vous faites. Maintenant, 800 €, ça va être cher. Si tu prenais 10% de ton budget Google, moi, je ne sais pas s'il y a des gens de Google dans la salle, mais bon, c'est très bien Google, mais 10% de ton budget Google, pour le mettre dans des cours gratuits, dire à tes profs, vous donnez gratuitement à des gens qui, même 800 €, ils ne peuvent pas le permettre, ils ont besoin de leur permis pour bosser, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Je ne suis pas sûr que, ok, tu vas perdre un peu en ROI, coût d'acquisition client, tu vas peut-être perdre à la marge. En termes d'engagement collaborateur et de renforcement de ton image dans la cité, tu risques en profondeur de marque, tu risques de gagner beaucoup plus. C'est marrant, on dit, t'es sûr et tout, bon, ROI, machin, bon. On les a présentés aux orphelins apprentis d'Auteuil. Ils ont fait un test. Et après, on a appris, un an après, que non seulement ça avait bien marché, mais qu'ils avaient fait
une association avec les missions locales partout en France. Et dès qu'ils avaient des trous dans leur planning de profs, les missions locales leur proposaient de remplir les trous avec des jeunes qui... Et là, ils sont allés, ils ont travaillé avec un de nos partenaires pour aller plus loin d'eux-mêmes, et ils ont créé un fonds de dotation qui leur permet, en même temps que d'avoir comme vocation d'être le premier société en France à former au permis de conduire, d'être en même temps la première association à former gratuitement des jeunes qui ne peuvent pas le payer au permis de conduire. Ben, il y a une cohérence. On peut être une grosse asso philanthropique d'un côté, on peut être Carrefour et les Restos du Cœur dans la même truc. Il n'y a pas de raison d'opposer les deux et de ne pas trouver une cohérence, parce que si Carrefour se met à donner enfin, j'en sais rien, c'est un exemple un peu con que je prends comme ça, mais leur effet de levier, leur taille critique pour le faire est monstrueux. Ils seront beaucoup plus efficaces qu'une autre asso. Et pour l'engagement de collaborateurs, quand vous vivez ça dans une boîte, vous n'avez pas du tout envie d'aller chez le concurrent qui lève Watt Million avec Goldman Sachs et autres, quoi. D'autant que les jeunes générations, merci beaucoup, d'autant que les jeunes générations, vous le savez, le sens est au cœur de leurs préoccupations. Et pas que les jeunes d'ailleurs, hein, même les adultes que nous sommes, les seniors. Même les seniors que nous sommes, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sortie de la Covid, où on est tous devenus très philosophes, et on s'était dit qu'on voulait changer le monde. Bon, on a vite oublié, mais l'intention, cette recherche de sens, elle est absolument essentielle. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous confie à la salle. Bravo, vraiment, merci beaucoup. On va donner 2 micros à Adrien et... Adrien tout seul, pour que vous puissiez, parfait, pour que vous puissiez poser vos questions. Ne soyez pas timide. Je sais que la première est toujours plus compliquée, alors celui ou celle qui posera la première aura droit. Je vous offre une coupe de champagne. On a 5 petites minutes pour les questions-réponses, donc lancez-vous. Oui. J'ai une question plus particulièrement pour Jean-Christophe Tortora. Vous avez dit que, en tout cas la tribune, une de ses intentions, c'est de rassembler. Est-ce que rassembler et montrer les différences, c'est pas un peu contradictoire? Autrement dit, c'est un peu la question de l'égalité et de l'équité. Quand je dis rassembler, enfin pour moi, il y a cette volonté justement, c'est de rassembler toutes les différences. Parce que si on rassemble uniquement avec une seule catégorie de la population française, je le dis d'autant plus qu'on a mené une initiative, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Elisabeth l'a évoqué, il y a très peu de lancements de quotidiens en France. On a fait le choix il y a quelques jours, je vous raconte une expérience pour illustrer et vous donner une réponse très concrète. Mais on s'est dit, tiens, on va lancer un quotidien du dimanche, parce que vous savez que quand on lance, on appelle le journal du dimanche, ça s'appelle un quotidien du 7e jour. Et on s'est dit, bon, toujours partant de ce constat, et je pense le fait d'organiser ce débat et ce palmarès ici chez TF1, je pense que ça ramène aussi au rôle des médias. On s'est dit, se lancer un quotidien en 2023, il n'y a pas eu de lancement d'un quotidien en France il y a plus de 10 ans. Bon, on s'est dit finalement, nous on peut imaginer beaucoup de choses, avoir beaucoup de convictions, mais en réalité, qu'est-ce que veulent les Français? On a mené une expérience intéressante, on s'est dit, on va faire un tour de France. Tous les dimanches matins, on va aller dans un bistrot de France. On va... Attention, c'était dans un bistrot, monsieur, mais pas d'alcool servi le dimanche matin. Donc on a fait tous les dimanches matins un bistrot de France, et donc c'était ouvert à tout le monde. Voilà. Et en interrogeant justement les Français, en leur disant, mais qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui en 2023 dans un quotidien du dimanche. Nous, cette démarche-là, elle a été très, très importante pour 2 raisons. La première, et là, je vais faire un peu une autocritique de notre industrie, de notre profession, les journalistes qui sont basés à Paris vivent une grande partie de leur temps entre 3 arrondissements, des petits déjeuners le matin dans les petits cafés de Paris, enfin, et je m'inclus, hein, voilà. Moi, je n'ai pas vécu, vous l'avez compris, grâce à mon accent à Paris, mais je veux dire par là, le monde des médias, c'est un monde aussi qui peut être dans une bulle. Donc si à un moment donné, vous pensez, vous concevez un journal qui n'est produit et fabriqué par des journalistes qui vivent en gros dans 3 arrondissements de Paris, vous savez, au bout de la ligne, il peut y avoir justement cet écart et cette défiance.
Donc nous déjà, il y avait un enjeu managériel de dire, attendez là, tous les dimanches matins, on va faire un tour de France. Alors au départ, ils m'ont regardé avec les gros yeux, et puis finalement, Sophie a contribué à notre petite caravane. Et ce qui a été intéressant, c'est que nos journalistes ont vu des gens très différents. Et l'idée de dire, vous savez, par exemple, aujourd'hui, je pense que par exemple, le dimanche, il y a presque en France, il n'y a que la culture et le sport qui arrivent à rassembler des milieux très différents. Ben nous, ça nous a amené dans des bistrots. La vertu du bistrot, c'est que vous pouvez avoir des gens très différents, du point de vue générationnel, du point de vue des gens des quartiers, des bourgeois, des aristos, des gens des quartiers, des gens plus modestes, etc. Et donc, moi, je pense que quand on veut être, en tout cas, c'est peut-être très prétentieux de dire on va être le quotidien qui rassemble le dimanche, mais rassembler, il faut être comme dans le sport ou comme dans la culture, être en capacité justement à rassembler des gens très différents. Et donc, l'exercice du bistrot, voilà, moi je dis, en tout cas, ça nous a beaucoup aidé et ça a permis à nos journalistes un petit peu d'ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, etc. Et le deuxième sujet, c'est de dire aussi que les Français, ils ont beaucoup de choses à dire. C'est là où je reviens sur le fait de dire, nous, les journalistes, on n'a pas le monopole de l'intelligence et du savoir, mais c'est que ça nous a aidé même dans le renforcement du projet éditorial. Et donc, oui, écouter, aller au contact de ces différences. Enfin, je ne pense pas que ça soit contradictoire à la fois de dire on veut rassembler et à la fois, justement, de pouvoir mettre autour de la table toutes les différences. Et je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de bonne humeur. Vous savez, on a terminé quand même, enfin, tout ça pour vous dire quand même, quand vous donnez la possibilité aux Français de dire on vous écoute, on a terminé à Lyon, au Théâtre des Célestins, il y avait plus d'1 millier de personnes qui sont venues se réveiller un matin pour nous dire ce qu'ils avaient envie dans un journal du dimanche. Moi, j'étais quand même... Donc, comme quoi, si vous voulez, quand vous installez de la démocratie, de l'écoute, dire aux gens, mais vous pouvez être contributeur d'une réalisation, ben, les gens, ils réagissent. Hein. Donc, moi, je suis à plus... Si demain, en tous les cas, je terminerai par ça, si demain, il y a encore plus de démocratie, plus de proximité, vous allez voir que le sujet de la diversité et d'inclusion sera beaucoup plus en croissance dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Une question pour Nicolas et Ring Capital. Est-ce que tu éprouves de la difficulté à convaincre tes mandants, les limited partners, que les critères de création de valeur de ton fonds ne seront pas que financiers? Tu indiquais qu'une partie de ta rémunération était autre que sur des critères financiers. Est-ce que ce n'est pas quand même de plus en plus difficile, notamment alors que le contexte est difficile pour les fonds à créer de la valeur avec les taux qui montent, etc. Nicolas, est-ce que tu peux faire une réponse courte? Parce qu'il est hors de question que ce soit que les 2 hommes qui répondent à des questions. Je veux que ces 2 femmes répondent aussi. Tout à fait. Justement, je vais demander à Audrey de répondre à la question. Non, court, alors, très court. Non, ce qui est difficile, c'est que le temps financier, en fait, l'entrepreneur et l'entreprise sont un temps long. L'actionnaire, il est sur un temps long. Mais entre deux, une carrière, c'est 5 ans. Le temps des avocats, le temps du deal, le temps de l'homme, il est pris. Donc, le temps du financier, dans l'esprit, il est long, mais en fait, ils veulent que ça tourne vite et qu'on ait des retours rapides. Donc, leur convaincre, nous, on a moins de risques, il y aura plus de croissance parce qu'on s'attaque à de la vraie valeur et pas juste des licornes qui vont flamber en 1 an et vous perdrez tout si vous arrivez une fois après. C'est compliqué de les... Intellectuellement, ils comprennent qu'il faut du temps long, c'est compliqué de leur faire sentir dans leur trip qu'il faut qu'ils acceptent de ne pas avoir des retours tout de suite pour créer plus de valeur plus tard. Et sur la rémunération, en fait, c'est notre rémunération qui est conditionnée au business plan extra-financier de nos sociétés. C'est pas la leur, ok. Donc, eux, ils sont contents parce qu'eux, ils gagneront la même chose. Et en effet, on a une famille qui nous a dit oh, mais moi, je comprends très bien, il faudrait que nous, en tant qu'actionnaires aussi, en tant qu'investisseurs, on fasse aussi un effort si ça marche et qu'on accepte de limiter notre plus-value. Et on a dit, c'est une très bonne idée. Déjà, il faut qu'on prouve qu'on arrive déjà à créer de la valeur et de l'impact en même temps. Mais les prochaines générations de fonds, l'idéal, ce sera de dire aux investisseurs, OK, on vous capez votre plus-value à, mettons, X% par an, mettons 20% par an, ce qui est déjà colossal, ou 15%, et le surplus est investi soit dans les fondations, soit ailleurs, et utilisé différemment. Merci, merci. C'est rapide. Est-ce qu'il y a une question de 2 minutes? 2 minutes qui s'adresse à la fois Audrey et Anne-Laure. À toi, Marie. Bonjour, Marie Morellet, je suis en charge du déploiement de la fresque de la diversité à l'ESSEC.
Moi, j'ai une question sur comment est-ce que vous arrivez, du coup, ou pas, à embarquer et à sensibiliser des gens qui commencent, je trouve, de plus en plus aussi à être vent debout contre ces sujets. C'est-à-dire que là, on est entre gens convaincus, mais j'ai l'impression que les discours se polarisent pas mal aussi. Marie, j'avais dit 2 minutes. Voilà. Pardon, mais... Parce que ça, c'est une question de gender fatigue, diversity fatigue. Mesdames, super court. Non, mais déjà, merci de poser la question parce qu'on le voit. Alors, c'est vrai que on a, tu me demandais, est-ce que tu l'as eu, la discrimination? Oui, moi, à chaque fois que j'ai eu un job, on m'a dit, tu l'as parce que tu es une femme. Alors, et ça, donc aujourd'hui, quand on nomme des femmes, par exemple, on l'a systématiquement, c'est ce type de réflexion. Donc, il faut quand même à un moment se dire, écoutons aussi ces gens-là, essayons de comprendre pourquoi ils ont ce sentiment-là, pour pouvoir adresser ce sujet. Donc moi, je ne leur dis pas juste, je répète mon message. Non, c'est essayons de comprendre pourquoi il y a ça. Est-ce qu'on n'a pas assez expliqué qu'il faut des panels à 50%? Ça ne veut pas dire qu'on va prendre systématiquement une femme, mais qu'on a fait un panel à 50% et après on prend la meilleure personne. Donc moi, je dirais, quand je suis confrontée à ça, je pose la question et j'essaie de comprendre pourquoi on en est là. Mais oui, ça existe, donc dialogue, et on communique là-dessus. Donc en tout cas, merci de le poser parce que c'est vrai qu'on le voit, mais il faut garder le cap en fait. Je pense que voilà, et on a le Grand Prix diversité et inclusion juste derrière. On garde le cap, mais on écoute aussi cette montée-là pour pouvoir répondre à ce groupe-là. Moi, il ne s'agit pas d'opposer ou de diviser, mais de rassembler pour revenir à ce terme. Et je voulais juste compléter aussi sur l'importance de revenir sur les compétences. Je pense que c'est là où il ne faut pas se tromper non plus. C'est-à-dire qu'on va toutes et tous être concernés finalement par la diversité. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de critères. On parlait de l'accent, par exemple. On va tous se retrouver dans un sujet de la diversité. Non, mais c'est vrai, c'est très très large. Et quand on prend les 25 critères, on voit bien qu'on est tous concernés. Mais l'idée, c'est vraiment de revenir sur les compétences. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, on va avoir ces sujets, on en fait trop, c'est une femme, etc. Et à l'inverse, je le vois, par exemple, donc là, je change de casquette, je prends ma casquette L'Oréal. On voit très bien au niveau du recrutement que les jeunes vont nous demander en quoi on est engagé. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus venir comme ça nous retrouver. Et quand on cherche des gens avec nos compétences, parce qu'on est tous là, des entreprises, et on parlait de performance tout à l'heure, et ça, il ne faut jamais l'oublier. On travaille, on a tous besoin de faire du business, on cherche tous des compétences, des personnes compétentes. Quand en face de nous, on nous dit d'accord, ok, mais finalement, qu'est-ce que vous faites, vous, en termes de diversité, en termes d'environnement, pour le climat? On s'aperçoit qu'on a un vrai rôle à jouer. Donc c'est le juste milieu. Je crois qu'il faut être aussi très pédagogue, je pense que c'est important, et ne jamais oublier les compétences. Ils ont été merveilleux. Bravo, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous les quatre et merci beaucoup, chère Elisabeth. Merci. Merci à vous toutes et tous. J'espère que vous avez apprécié ce moment qui vous était offert, moment privilégié en petit comité. Je vous invite tout de suite, sans plus attendre, à vous diriger par les coursifs qui se trouvent sur ma droite et sur ma gauche pour rejoindre le grand auditorium. La cérémonie va commencer dans 15 petites minutes, donc prenez place. Merci, à tout à l'heure.